Vie de famille. Ils sont notre premier modèle. Nous avons grandi en les observant, nous nous sommes imprégnés, consciemment et inconsciemment, de leur façon de nous aimer. Ils, nos parents. Malheureusement, certains parents ont été absents, physiquement ou symboliquement, et pour les personnes qui ont vécu ce que l'on appelle un abandon parental, il est très déboussolant parfois de devenir parent à son tour. Alors, comment peut-on faire pour devenir parent quand on n'a pas eu de modèle parental sur lequel s'appuyer ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui dans Vie de famille, une émission présentée par Isabelle Boulan, et nous avons la chance d'accueillir Manuela Braud. Bonjour Manuela. Bonjour. Qui est psychologue, qui est chercheuse en sciences de l'éducation et experte du concept de résilience, c'est bien ça ? C'est ça. Alors Manuela, avant de parler de modèle parental, est-ce que vous pourriez nous dire ce que l'on entend par parent absent ? Alors, un parent absent, évidemment, à l'instant T, on imagine plutôt un parent absent physiquement. Par exemple, un parent qui travaille beaucoup, qui peut rentrer le soir quand les enfants sont déjà couchés et parfois déjà partis le matin quand les enfants se lèvent pour aller à l'école. Mais la plupart du temps, ce dont mes patients témoignent souffrir le plus, c'est pas des parents absents physiquement, c'est plutôt des parents absents symboliquement. On a par exemple des parents assez immatures qui sont assez autocentrés et auprès desquels les enfants parfois demandent ou attendent de la protection et les parents n'arrivent pas à répondre présent. Et on a parfois des parents toute la journée présents à la maison et qui en fait n'ont pas réussi à maturer pour devenir parents, à endosser une posture parentale pour être présents en tant que parents pour leurs enfants. Donc ils sont là physiquement, mais Exactement. Pas vraiment là en fait. Pas vraiment là. Ah ouais. Donc, ce qui est compliqué, c'est que souvent, en devenant adultes, ces enfants, ils ont du mal à remettre en question leurs parents parce que finalement, ils ont toujours été là, ils ont toujours été physiquement présents, mais ils mettent du temps à prendre conscience que leurs parents n'ont pas eu la posture de parents dont ils auraient eu besoin. En effet. Comment justement partir vers quelque chose de nouveau lorsque l'on n'a pas eu de ce qu'on appelle un modèle parental ? Il faut commencer par quoi, selon vous, Manuela ? Alors, mes patients, je les accompagne avec une première étape qui est un peu difficile parce qu'en fait, on est obligé de passer par une étape de deuil. En fait, ces adultes doivent faire le deuil des parents dont ils auraient eu besoin. Et une fois que ce deuil est passé, c'est de dire voilà, je n'ai pas eu le parent dont j'aurais eu besoin. J'ai eu un parent, mais qui n'a pas répondu à mes besoins. Et une fois que ce deuil est fait, que ce processus d'acceptation est fait, ils peuvent ensuite repartir et se dire maintenant, je vais me construire une parentalité avec mon conjoint pour justement ne pas reproduire et m'autoriser à être le parent dont j'ai envie que j'ai envie de devenir pour mes enfants. Et ça prend du temps, cette histoire de deuil à faire, là ? C'est pas tant le deuil mais plutôt la prise de conscience préliminaire qui est très difficile. Parce qu'en fait, ça passe par le fait de remettre en question ses propres parents, des propres parents, bien souvent, qui ne sont pas méchants. Ils sont juste incapables d'être parents. Et c'est ça qui est difficile, parce que à l'instant T, c'est des adultes qui me disent « Mais mon père, il a toujours été gentil avec moi. Mon père, j'ai souvenir de regarder des films devant la télé, on mangeait des bonbons tous les deux. » Vous voyez ? Donc, ouais. C'est un parent qui paraît gentil. Un parent comme ça. sympa, en fait. C'est un parent sympa, un parent copain. Ouais. Et c'est très compliqué de remettre en question un parent copain. Mais un parent copain, c'est souvent parent-parent, en fait. C'est ça qui est difficile. Oui, je vois. Donc, en fait, cette idée d'acceptation pour partir sur quelque chose de nouveau. Et vous me disiez, il est important de s'autoriser son rêve de famille. Oui, son rêve de famille, parce que souvent, quand mes patients ils travaillent justement à faire ce processus de deuil, ils ne sont hantés après que par le fait de ne pas vouloir reproduire. Je veux pas être comme mes parents, je veux pas faire comme eux. Et du coup, tout le temps, ils passent comme s'ils avaient en ligne de mire, je ne veux pas être comme eux, je ne veux pas reproduire, je ne veux pas reproduire. Donc, tout dans la négation. Tout dans la négation. Alors moi, je les amène vraiment à réorienter un peu le driver, aller de l'autre côté. Ouais. Si vous ne voulez pas être ça,
De quoi avez-vous réellement envie? Et donc, on les fait travailler sur votre rêve de vie parental idéal, un peu ce qu'on appelle des fois la famille Nutella. Votre famille Nutella, elle ressemble à quoi? Et en fait, je les fais travailler à se projeter ensemble en couple. Ça ressemble à quoi pour vous avoir une vie de famille idéale? C'est quoi pour vous les parents vraiment où tout est génial, tout est formidable? Et je les fais vraiment travailler sur du détail. À quoi ressemblent vos week-ends? Qu'est-ce que vous faites? Et ça pourrait ressembler à quoi? Oui, parce que tout le monde n'est pas forcément créatif en se disant tiens, je vais créer. Parce qu'ils sont dans la création. Complètement. Ils sont dans la création. Ils sont dans la création. Et en fait, c'est quand même important de pouvoir aussi s'autoriser à s'appuyer sur des personnes ressources. Parfois, c'est quoi une personne ressource? Alors, une personne ressource, c'est une personne de qui on pourrait s'inspirer, qui n'est pas forcément notre parent. Je pense à une de mes patientes qui adorait sa voisine, qui était déjà une grand-mère, voire une arrière-grand-mère, mais qui m'a dit qu'elle s'était beaucoup inspirée de sa voisine pour devenir mère, en fait, parce qu'elle voyait sa voisine accueillir ses enfants, ses petits-enfants. Et de temps en temps, elle venait boire un petit café avec toute la famille et elle s'était beaucoup inspirée de sa voisine. Donc, je pense qu'on a le droit de s'autoriser aussi à s'inspirer des personnes qui nous montrent un modèle autre et un modèle que l'on n'a pas eu. Et on peut aussi s'inspirer du modèle du conjoint. Si le conjoint a eu un modèle parental un peu plus présent, on peut aussi s'en inspirer. Il ne faut pas hésiter. Ah oui, en effet, ça, on n'y pense pas forcément. Oui. Et vous disiez que parfois, vous faites écrire un texte à vos patients. Ça vous parle, ça? Oui, le texte sur le rêve de vie idéal. Et vraiment, l'objectif, c'est de se lancer dans les détails. Et vraiment, il faut écrire. Parce qu'en fait, plus on écrit, plus on se projette. Parce qu'en fait, si on ne se projette pas, on a du mal à passer à l'action. Donc, le travail d'écriture va aider à la projection. Et c'est important de le faire à deux, voire à le faire avec, même à plusieurs. On peut demander à des amis. Quand vous dites à deux, pardon, c'est... C'est le couple. Je pensais au couple. Ça, c'est en couple. Alors. Ouais, en couple. Oui. Mais après, il est jamais, j'ai envie de dire, jamais trop tard. J'ai aussi parfois des parents qui viennent, qui sont déjà parents, et qui se rendent compte qu'ils ne se sont pas vraiment autorisés à arriver. Et parfois, je leur demande, là, vous venez travailler le rapport avec vos parents. Par exemple, des patients qui ont une trentaine d'années, qui sont déjà parents et qui se rendent compte que leurs parents, ils sont dans la prise de conscience que leurs parents, à eux, n'ont pas été véritablement des parents. Et là, ils se retrouvent, mince, je ne peux pas compter sur eux. Et là, je me retrouve un peu tout seul. Et là, comment on fait? Donc, je les accompagne pour faire ce deuil, pour les amener vers autre chose. Et du coup, moi, je les accompagne aussi sur comment se projeter dans un autre. Et on peut aussi passer par la thérapie de couple aussi. Oui, parce qu'en fait, la thérapie de couple, j'imagine qu'il faut que les deux parents, enfin, ou les deux conjoints soient d'accord. C'est ça. Qu'ils soient d'accord. Et on met un objectif au début de la thérapie de couple. Et il y a parfois des thérapies de couple qui n'ont pas d'objectif couple précisément, mais plus ce qu'on appelle aussi la guidance parentale, où en fait, les deux parents viennent et puis où le conjoint vient. Et en fait, on travaille un petit peu sur quelles sont les valeurs qui vous animent pour faire famille. Et puis, on retravaille un petit peu ce rêve de vie à l'aune de ces valeurs-là, qui sont vraiment importantes à verbaliser. Parce que des fois, on se rend compte que... J'ai déjà eu ça il n'y a pas très longtemps en thérapie, de personnes qui en fait se sont rendues compte qu'elles avaient exactement les mêmes valeurs, mais elles n'en avaient jamais discuté. Et par contre, les mêmes valeurs ne se transposaient pas du tout de la même manière concrètement au quotidien. Mais d'avoir échangé et de se rendre compte qu'ils avaient exactement les mêmes valeurs, ça leur a permis de réajuster beaucoup plus facilement, parce qu'ils allaient vers le même objectif. Même si ça ne se manifestait pas concrètement de la même manière au quotidien. C'est un peu évident parce qu'on ne va pas se dire, tiens, au fait, ce soir, on va parler de nos valeurs. Entre 20h15 et 20h30, on va parler de nos valeurs. Ça ne m'étonne pas trop, en fait. Hein, oui. Donc, vous êtes vraiment la tierce personne qui permet ce genre de choses. C'est le pas de côté. C'est vraiment prendre du recul. Parce qu'en général, entre 20h et 20h15, on est plutôt t'as pas fait ci, t'as fait ça, t'as pas fait ci, tu te rends compte, on est en retard. Oui, c'est plutôt l'heure des reproches. C'est l'heure des reproches, voilà, c'est ça. C'est dommage. Les reproches, il n'y en a pas qu'un en général, hein, c'est ça. Généralement, ils viennent en brochette. Ils viennent en brochette. Et quand vous leur demandez d'écrire, ça les met à l'aise quand même? C'est pas évident, il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'écriture.
Bon, en général, il y en a souvent un qui fait office de secrétaire pour l'autre et ça se passe plutôt pas mal. Et puis, je suis là aussi pour les guider. Je pense aussi, je me souviens d'une maman à un moment qui savait pas trop écrire. C'est pas très grave, hein. Son conjoint, il a pris le crayon et puis c'était OK. Et elle est fourmillée d'idées. Donc, un couple, on a un binôme, on est une équipe. Donc, à tous les deux, ça a bien fonctionné, pas de problème. Ouais, donc ça marche bien. Et puis après, ils gardent l'écrit, j'imagine. Effectivement, ils gardent l'écrit. Et des fois, je leur fais aussi écrire une lettre pour à nous parents dans 10 ans. Ce qu'on a envie de se faire passer comme message, voilà, aujourd'hui on a ces valeurs, on espère que dans 10 ans on aura respecté le challenge de départ et c'est plutôt chouette de rouvrir la lettre 10 ans après pour voir si... Je vous donne une petite idée. Dans 10 ans, il faut les rappeler, leur dire alors, on écrit la deuxième lettre. Voilà. Et vous disiez aussi, pour avoir une famille idéale, il faut préserver son couple. Et puis, vous avez une jolie histoire, je crois, à propos de la patiente avec son rencard du mardi. Ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est important d'être parent, mais on a quand même le triptyque, la personne dans la famille, hein, la personne individuelle, le couple, la famille. Et en fait, parfois, en devenant parent, le couple se dilue complètement dans la mission parce qu'aujourd'hui, il faudrait être très performant comme parent, il faudrait être parfait. Et on oublie le couple sur le bord du chemin. Et donc, c'est vrai que j'avais travaillé ça avec une de mes patientes qui me disait mais elle était devenue une maman, elle n'était plus une femme, elle n'était plus la femme de son mari, elle n'était qu'une maman. Et du coup, suite à une thérapie de couple, on avait mis en place que le premier mardi du mois, elle avait rencard avec son mari. L'expression lui plaisait beaucoup. Elle avait l'impression qu'elle était d'un coup très, très jeune. Et comme le matin, ils partaient ensemble au travail, eh bien, tous les mardis matins, elle me disait même des fois, elle y pensait le week-end, elle préparait sa petite tenue, de quoi se pomponner, son maquillage, tout. Elle mettait tout dans un sac, ce qui fait que le matin, quand elle partait au travail, elle partait avec sa tenue du travail. Et au travail, une fois que tout le monde était parti, elle me disait, voilà, dans les toilettes, elle se faisait belle, sa petite tenue, et ça lui permettait d'arriver toute fraîche au restaurant et que son mari ne l'ait pas vue avant. Et c'est plutôt chouette et qu'elle attendait vraiment... ces mardis avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Oui, donc ça redonnait beaucoup de dynamisme déjà pour elle dans sa journée et puis aussi évidemment pour le couple. Et puis au niveau de leur conversation, vous aviez dit quelque chose d'hyper important. Il y avait un tabou. Les enfants sont tabous lors de ce rencard. On n'a pas le droit de parler des enfants. Le couple redevient deux parents célibataires. C'est un peu, voilà, c'est les deux individualités qui se retrouvent pour être dans l'échange et la complicité. On n'est pas là pour parler des enfants, c'est interdit. Ouais, et je suis sûre que c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Une fois, elle m'avait expliqué qu'il y avait une réunion parents d'élèves juste avant et du coup, elle avait été obligée d'en parler parce qu'elle avait vraiment quelque chose qu'elle avait sur le cœur. Mais elle dit, bon, là, je respecte pas la règle, je le dis tout de suite, il faut qu'on parle parce qu'il faut que je te fasse un débrief de la réunion. Et son mari lui a dit, bon, ok, on met le chrono, t'as 10 minutes max. Et ça, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Du coup, ça avait cadré la bulle. Ok, il y a une urgence 10 minutes, quand ça sonne, c'est terminé. Ouais, c'est super ça. Ça avait recadré. Ouais, c'est une vraie, une bonne histoire. Et puis, le temps passe et on a une petite pause musicale à ce moment-là. Et vous aviez choisi Beau Papa de Vianney. C'est ça. Donc, on va écouter Beau Papa de Vianney et on se retrouve après. J'avais pas prévu d'un jour adopter mon enfant, j'ai dû surtout m'adapter. Y a pas que les gènes qui font les familles, des humains qui s'aiment suffisent. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Non, je ne volerai jamais la place du premier qui t'a dit je t'aime. Sur ton visage, on voit son visage et c'est ainsi que tu es belle.
De vous à moi, c'est moi j'avoue qui me suis invité dans sa villa, dans la vie où elle n'a rien demandé. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main de beau papa. Je t'attendais pas, je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. On s'aimera. J'avais pas prévu d'un jour adopter en vérité nue. C'est toi qui l'as fait, y a pas que les gènes qui font les familles du moment qu'on s'aime. Et si l'averse nous touche toi et moi, on la traverse à 2, à 3. Et si l'averse nous touche toi et moi, prends ma main, dis prends-la. On s'aimera. Vous êtes bien dans Vie de famille et nous évoquons aujourd'hui le manque de modèle parental et le fait de devenir parent à son tour. Et on a la chance d'accueillir la psychologue Manuela Braud avec nous. On parlait tout à l'heure de famille idéale, de il faut préserver son couple, etc. Et puis vous aviez un moyen, Manuela, pour aider les parents avec le parent avec un carnet des moments pour soi, c'est ça ? Oui, le carnet des moments pour soi. Parce que parfois, j'entends vraiment des parents qui ne sont plus que des parents. Et quand je leur demande quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez pris soin de vous, eh ben, il y a Alzheimer qui arrive. Avant l'heure. Avant l'heure. Donc, du coup, je propose un petit exercice qui s'appelle le carnet des moments pour soi. Donc, je leur propose de trouver un petit carnet très joli. Parce qu'il faut vraiment qu'il soit très joli, il faut qu'on ait plaisir à écrire dedans. Je demande de mettre une alarme sur le téléphone qui est souvent mise vers 21h quand les enfants sont couchés. Et quand l'alarme retentit, on doit prendre le carnet et on doit écrire ce qu'on a fait pour soi dans la journée. Et tous les jours, on doit écrire quelque chose. Ça peut être 30 secondes, ça peut être quelque chose qu'on a fait en 5 minutes ou quelque chose qu'on a fait une demi-journée. Tous les jours, c'est important de pouvoir écrire quelque chose que l'on a fait pour soi. Alors, par exemple, j'ai des personnes qui me disent, j'ai des mamans qui me disent, aujourd'hui, après la douche, j'ai pris le temps de mettre de la crème sur le corps. Et oui, des petits détails, c'est des petites choses. Ouais. Alors, il y a des fois, ça peut être aussi, je me suis prévu une après-midi avec une amie. J'ai envoyé mes petits messages et on l'a prévu. Et des fois, ça suffit des fois de se dire, quand on a un quotidien qui est surchargé, de prévoir une après-midi décompression avec une amie, même si elle arrive 3 semaines après, on sait qu'elle est calée. Et ça permet de tenir aussi. Et tous les jours, faire des petites choses pour soi, c'est vraiment important. Ah bah oui, en effet. Et donc, les patients arrivent avec la somme de leurs petites choses. Exactement. Donc, j'en ai alors depuis la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous ? Alors, ils sont très fiers de me dire, alors, ce jour-là, j'ai fait ça. Ce jour-là, j'ai fait ça. Et c'est drôle parce que du coup, après, ils s'auto-challenge. Ils disent, bon, alors, il va falloir que je mette un truc dans le carnet pour Manuela. Puis après, ils se freinent au jeu. Et c'est ça qui est chouette. À la fin, il n'y a plus besoin du carnet. Et après, ce qui est intéressant, c'est comme ils ont l'habitude de prendre du temps pour eux, quand des fois, ils ont 10 minutes, ils se disent, ah, j'ai 10 minutes, je vais faire ça. Alors que sinon, s'ils n'ont pas ce réflexe, il faut presque rééduquer le cerveau, c'est j'ai 10 minutes, je vais m'occuper de ça pour les enfants. Et ça, c'est infernal. Ouais. Donc, à la fin, ils ne s'occupent plus du tout de leurs enfants. Non. C'est fini. On va dire qu'on retrouve un tout petit peu plus d'équilibre. Voilà. Alors, justement, un peu d'équilibre aussi, ça passe par des vacances et parfois des vacances sans enfants. Sans enfants, ouais. C'est quelque chose que je recommande souvent, c'est de prendre une semaine de vacances
parents, alors quand les enfants sont un peu plus grands, hein, quand ils sont tout petits, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais quand les enfants sont un peu plus grands, effectivement, c'est une semaine de vacances sans les enfants. Et non seulement ça fait du bien aux parents parce qu'ils se retrouvent, mais ça fait aussi du bien aux enfants d'avoir une semaine sans les parents, qui sont parfois des semaines chez les grands-parents, chez les copains, chez les copines. Et on sait que durant cette semaine-là, parfois j'ai des parents qui me disent « Oui, mais ça va être une semaine d'écran chez les grands-parents. » C'est pas très grave. Ils vont manger des frites. Ils vont manger des frites, ils vont passer un super moment, ça va être la décompression. Et puis en fait, les enfants, ils savent très bien que chez les grands-parents ou chez d'autres personnes, il y a des règles. Ils savent bien aussi qu'à la maison, ce ne seront pas les mêmes. Ils savent bien qu'en rentrant, il n'y aura pas 5 heures d'écran par jour. Ça ne fonctionnera pas. Ils comprennent bien, en fait. Ils comprennent bien, ouais. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et tout le monde va rentrer beaucoup plus détendu. Oui. Et tout se passera beaucoup mieux. Et vous ne trouvez pas qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de tensions justement avec toutes les injonctions du parent parfait Mais je trouve qu'un peu la mode du développement personnel a un peu contaminé la parentalité et il faudrait être un parent efficace, un parent parfait. C'est terrible. Déjà, ça met une pression monstre. Et puis, c'est toujours du coup, comme il y a une question d'efficacité, il y a une question aussi de culpabilité. Oh, j'ai pas fait ci, c'est très très grave. Une fois, j'ai vu une maman arriver en larmes parce qu'elle avait oublié une réunion parents d'élèves. Et elle est arrivée, elle m'a dit « Mais je suis la pire des mères, j'ai oublié la réunion de parents d'élèves. » Mais c'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Et alors tout de suite vient ma question terrible. Je l'ai regardée, j'ai dit « Est-ce que c'est grave ?» Ah oui. Et elle s'est effondrée. Non mais c'est vraiment terrible. C'est beaucoup de tension. Beaucoup de tension pour pas grand-chose en plus parce que alors elle m'a dit qu'elle avait écrit un mail où elle s'était fondue en excuses. Voilà, limite elle avait écrit qu'elle était une abominable mère et elle m'a dit la prof des écoles m'a pas répondu tout de suite. Elle a dû trouver que j'étais horrible et finalement la séance d'après elle m'a répondu le lendemain. Elle m'a dit que finalement ça l'avait arrangé parce qu'elle avait autre chose. Elle avait fait partir plus tôt. Enfin voilà, c'est terrible de se mettre dans des états pareils. C'est pas grave, ça arrive. On est humain avant tout. Effectivement, oui. Et puis on voit avec les réseaux sociaux, être parent parfait, ça transparaît beaucoup on voit que des familles idéales. Oui, mais les réseaux sociaux, ça montre ce qu'on a envie de montrer. C'est pas la réalité, en fait. Et puis en plus, quand on est un parent parfait, on se rend pas compte. Mais en fait, on colle une pression à ses enfants. Pourquoi ? Ça peut paraître contre-intuitif, mais donc je vais vous raconter, j'ai eu une patiente qui est venue me voir parce qu'en fait, elle avait du mal à tomber enceinte. Et c'était quelque chose qui perdurait, ils avaient fait tous les examens, tout était OK. Et ils lui ont dit, ça va être psychosomatique, allez voir, docteur Manuel Lebroy va vous aider, il y a autre chose. Et en fait, on a bien travaillé et en fait, elle m'a dit rapidement, mais au fond, j'ai peur de devenir maman parce que mes parents ont été parfaits. Ah oui. Elle avait rien à leur reprocher, tout est dit, ils ont toujours été présents, ils ont toujours fait exactement comme il fallait. Et du coup, la pression était telle qu'elle bloquait, son corps bloqué à devenir... elle voulait elle-même à son tour devenir... Voilà. Ouais, et donc, du coup, je l'ai fait travailler sur le fait que c'était OK de devenir une mère imparfaite et de devenir une mère qui allait faire des bêtises et que c'était très bien car elle allait pouvoir laisser une marge de progression pour ses enfants. Ouais, et une fois qu'on a fini de travailler ça, comme par hasard, elle est tombée enceinte. Ah oui, ça c'est la bonne nouvelle, ça. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc c'est important d'être imparfait pour laisser une marge de progression pour ses enfants. Et vous disiez aussi que demander à son enfant s'il a des besoins particuliers, c'est quelque chose de possible. Oui. Moi, ça ne me viendrait pas forcément à l'idée, mais... Mais les enfants sont pleins de bon sens, en fait. Hein. Donc après, c'est pas parce qu'on demande à ses enfants qu'on va tout suivre à la règle. C'est-à-dire que consulter et poser des questions ne veut pas dire qu'on va y répondre. Et en plus, ce qu'on oublie, c'est que quand on considère son enfant comme un interlocuteur dont la parole a de la valeur, souvent, les enfants, ils se montrent dignes de cette parole. Évidemment. Oui, alors qu'on pourrait dire, oui, mais si je demande à mon enfant, il va me dire que lui, ce dont il a besoin, c'est que je le laisse tranquille sur les écrans 12 heures par jour. Mais pas du tout. Ils ont des trucs à dire. Ils ont des trucs à dire. Et souvent, ils peuvent justifier. Et c'est ça qu'il faut. Ils peuvent rentrer en méta-analyse et dire, mais oui, mais si tu me laisses plus de temps là sur les écrans, je pourrais aussi faire mes devoirs et je sais que j'aurais plus... J'ai eu ça il n'y a pas longtemps. J'aurais plus de temps pour faire mes devoirs correctement. Et comme j'ai qu'1 heure d'écran le soir, et si je sais que je dois faire mes devoirs plus jouer, je vais complètement compresser les devoirs pour avoir plus de temps pour jouer. Alors que si tu me laisses un peu plus de temps, je prendrai plus de temps aussi pour faire mes devoirs. Ils peuvent justifier aussi.
Oui, ça peut être intéressant de les écouter. Exactement, c'est l'occasion de dialogue avec ses enfants. Complètement. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Comment se faire aider quand même quand on sent que devenir parent devient très difficile ? Il y a ce qu'on appelle la guidance parentale qui peut se faire auprès des psychologues. On va dire qu'à l'échelon du dessus, on n'en parle pas beaucoup, mais quand même, les services de protection de l'enfance sont là aussi pour proposer des aides. Et il ne faut pas avoir peur de tout de suite, on va placer mes enfants. Pas du tout, on peut les consulter. Donc, c'est important d'aller leur demander conseil. Et ça, c'est important. Et puis, je vais peut-être en profiter pour passer, vu qu'on arrive sur la fin, un petit message à destination des beaux-parents. Souvent, les beaux-parents n'osent pas s'impliquer ou pas trop dans l'éducation des enfants en se disant oui, moi je veux pas remplacer le père. D'ailleurs, ça a été dit dans la chanson de Vianney. Mais en même temps, le beau-parent, c'est une tierce personne mais qui a aussi son rôle. Et vous n'imaginez pas le nombre de patients que j'ai adultes qui m'ont dit mais si j'avais pas eu ma belle-mère, si j'avais pas eu mon beau-père, je serais pas là aujourd'hui. Ah, c'est chouette ça. En fait, quand un beau-parent s'investit, il ne remplace pas le parent, il vient de manière additionnelle. Donc vraiment, je les encourage à prendre leur place de beaux-parents, ce sera agréable pour tout le monde. Ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Ça, c'est super intéressant. Voilà une émission à venir sur le beau-parent, la place du beau-parent. Alors, devenir parent lorsque son propre modèle parental est défaillant est heureusement possible. L'important est d'accepter que son passé ne soit pas parfait et de s'autoriser à créer sa famille idéale en toute liberté. Cependant, tomber dans l'illusion du parent parfait est dangereux, car tout le monde sait qu'il n'existe pas. En revanche, reconnaître ses erreurs de parents, se remettre en question et avancer de nouveau est sans doute le modèle parental à adopter. Merci infiniment, Manuela Braud. Merci à vous. De nous avoir éclairé de votre expertise et de votre expérience. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Nous vous disons à la semaine prochaine dans Vie de famille. C'était Vie de famille.